Il y a une date qui me hante. Peu importe le nombre de fois où j'essaye de l'enfermer dans un tiroir lointain de ma mémoire, elle revient. Elle revient avec la même ponctualité troublante avec laquelle reviennent certains cauchemars. Certains visages, certains mots que quelqu'un a prononcés doucement et qui ont pourtant résonné dans la poitrine comme le tonnerre. Cette date est le 12 novembre 2022. Il se faisait tard à Pampelune. Minuit était déjà passé. J'étais assis depuis de nombreuses heures sur des papiers auxquels je m'étais promis de ne plus jamais toucher. De vieux papiers. Des notes d'il y a des années. Certaines avec des dates si lointaines que l'encre avait commencé à s'effacer. Comme si le temps voulait effacer ce que j'avais écrit avant que quiconque ne puisse le lire. Il y avait là une phrase soulignée 2 fois d'un trait épais. Soudain, presque violent, que j'avais moi-même écrite à un moment que je ne pouvais plus déterminer avec précision. Elle disait « Le match le plus regardé de l'histoire de l'humanité sera un signe. » Et en dessous, entre parenthèses, d'une écriture plus petite et plus tremblante, comme si la main qui l'écrivait n'était pas tout à fait sûre de vouloir vraiment laisser ces mots sur le papier. « Ferme tes portes avant que ça ne commence. » Je ne me souvenais pas de l'avoir écrit. Et pourtant c'était mon écriture. Mon stylo. Mon papier. Tchela. Mon ami. A été le début de tout. Ou peut être que le début de tout s'est produit bien plus tôt. Seulement, je n'ai pas pu le voir jusqu'à cette nuit-là. Avant d'aller plus loin, je dois te demander quelque chose. Non pas en tant que producteur, ni en tant qu'animateur, ni en tant qu'algorithme te demandant d'appuyer sur un bouton. Je te le demande en tant que ce que je suis. En tant qu'homme qui a passé des décennies à enquêter sur ce que les autres préfèrent ignorer. Un homme qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Et pourtant, qui est toujours là, toujours debout, qui continue de raconter. Si ce que tu vas entendre dans un instant a de l'importance pour toi, si tu sens qu'il y a dans ces mots quelque chose qui touche une corde que tu protèges habituellement avec beaucoup de soin, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche, non pas parce que la chaîne en a besoin, mais parce que ce qui va suivre mérite que tu sois présent, totalement présent, et cette petite cloche est ta façon de me dire oui. Je suis là. Je t'écoute. Bien. Continuons. Je dois te ramener loin en arrière, pas tant dans le temps que dans l'espace intérieur, vers l'endroit où nous gardons les choses que nous ne savons pas nommer. Il y a de nombreuses années, dans le cadre d'une enquête qui portait initialement sur toute autre chose, des observations en mer Méditerranée dont j'avais eu connaissance par des sources militaires que je préfère ne pas nommer. Pour l'instant, j'ai commencé à recevoir ce que, par commodité, j'ai décidé d'appeler alors des signaux de convergence. Ce terme ne me plaît pas. Il est froid, clinique, presque technique. Mais à l'époque, je n'en avais pas de meilleur. Les signaux de convergence sont des situations ou des données provenant de sources totalement indépendantes, de personnes qui ne se connaissent pas, de documents de différentes époques et de phénomènes de nature apparemment différentes, convergent vers un seul point avec une précision qu'il est statistiquement impossible d'attribuer au hasard. C'est exactement ce que j'observais. L'une de ces lignes de convergence, l'une des plus étranges, pointait de manière répétée et troublante vers un événement sportif, vers le football, vers la Coupe du Monde de football. Pour la première fois, cette référence apparaît dans mes notes en 2006. 6 ans avant le Qatar, j'étais à Buenos Aires, chez un homme que j'appellerai l'ingénieur, car c'est ainsi qu'il m'a demandé de l'appeler si jamais je racontais son histoire, ce dont je n'avais pas la moindre intention à l'époque. L'ingénieur était un homme mince d'environ 60 ans, parlant calmement, doué de ce genre de sérénité qui ne naît pas du caractère, mais de la peur surmontée. Il m'avait contacté par l'intermédiaire d'un intermédiaire, un journaliste uruguayen qui connaissait mon travail et qui m'a dit avec des mots dont je me souviens exactement « Cet homme a quelque chose que tu devrais écouter, et si tu ne l'écoutes pas, personne d'autre ne le fera de la bonne manière. »
Je suis allé à Buenos Aires. J'ai rencontré l'ingénieur dans son appartement à Palermo au 4e étage, avec vue sur une cour intérieure où un chat orange dormait sur un pot de fleurs. Pendant toute la conversation, ce chat m'a fixé avec une insistance qui me mettait mal à l'aise. Je sais que c'est un détail absurde. Je l'inclus tout de même. Car les choses absurdes dans ce genre d'histoire s'avèrent presque toujours ne pas être si absurdes que ça. L'ingénieur m'a dit qu'il travaillait, ou travaille encore, dans le département d'analyse prédictive d'une entreprise de télécommunications basée en Suisse, opérant dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il ne m'a pas donné le nom de l'entreprise. Il a dit que dans son travail, il s'occupait d'algorithmes de prédiction du comportement de masse, des modèles mathématiques conçus pour prévoir les tendances de consommation, les changements d'audience et les modèles d'attention collective. À un moment donné, vers 2014, alors qu'il analysait les données d'audience mondiale liées à la Coupe du Monde au Brésil, son système a commencé à générer des anomalies. Pas une anomalie technique, pas une erreur dans le code, mais une anomalie sémantique. L'algorithme conçu pour identifier les modèles de comportement humain à grande échelle a détecté quelque chose que les techniciens n'ont pas pu classer. En interne, ils l'ont appelé un événement de synchronie maximale. Et le modèle prévoyait, avec une marge d'erreur inférieure à 3%, que cet événement se produirait lors de la Coupe du Monde de football organisée dans un pays arabe en 2022, en novembre ou décembre. Le système ne précisait pas ce qui allait se passer exactement pendant cet événement. Il indiquait seulement que l'attention de l'humanité tout entière se concentrerait sur un seul point avec une intensité sans précédent dans l'histoire documentée de la communication humaine. Et le point de cette convergence ne serait pas le match lui-même. Ce serait quelque chose qui se produirait pendant le déroulement du match, pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. J'ai regardé l'ingénieur. Le chat orange continuait de m'observer depuis la fenêtre. Dehors, dans la cour, quelqu'un a commencé à arroser une plante avec un tuyau. Et le bruit de l'eau, frappant le sol en béton, a rempli le silence de la pièce d'une manière qui m'a semblé extrêmement réelle, extrêmement matérielle, comme si le monde ordinaire soulignait sa propre existence face à ce que je venais d'entendre. J'ai demandé à l'ingénieur ce qu'il avait fait de cette information. Il a répondu qu'il l'avait archivée, que ses supérieurs l'avaient archivée, et que personne dans l'entreprise ne voulait en parler, car le modèle de prédiction du comportement de masse avait des applications commerciales et juridiques très spécifiques, et une prédiction de ce genre ne correspondait à aucune d'entre elles. J'ai demandé s'il y avait une copie de cette analyse. Il a dit que oui. Il a dit qu'il l'avait. Il a dit qu'il me la donnerait si je promettais de ne pas la publier jusqu'à ce que l'événement se produise ou ne se produise pas. J'ai promis. Il m'a donné une petite clé USB noire de la taille d'un pouce. Je l'ai mise dans la poche antérieure de ma veste et je ne l'ai rouverte que 3 mois plus tard, par un après-midi pluvieux à Bilbao, alors que j'avais presque oublié son existence. Le contenu de la clé USB m'a occupé pendant de nombreuses semaines. Non pas parce que les données étaient difficiles à comprendre, mais parce que plus je les comprenais, plus il m'était difficile d'accepter ce que je comprenais. Les fichiers contenaient le rapport technique original, des modèles mathématiques et des graphiques de convergence que même moi, qui ne suis pas mathématicien, pouvais reconnaître comme quelque chose d'extraordinaire. Il contenait également une série de notes internes de l'entreprise et plusieurs courriels échangés entre les techniciens et les directeurs. Ces messages révélaient que la découverte avait provoqué au sein de l'entreprise une inquiétude bien plus grande que ce que l'ingénieur m'avait transmis lors de notre rencontre. Il y avait là un email d'un directeur dont le nom avait été partiellement effacé, probablement par l'ingénieur lui-même, avant de me le remettre. Dans ce message, il était littéralement écrit en anglais que l'équipe devait cesser d'en parler, que ce n'était pas son travail d'interpréter ce que disaient les données quand les données pointaient vers quelque chose qui n'avait pas d'application pratique, et si quelqu'un divulguait ces informations à l'extérieur, les conséquences seraient, le mot exact a été utilisé, irréversible. Il y a des mots qui n'ont pas besoin de contexte pour révéler leur véritable poids. Irréversible en fait partie. Cependant,
Ce qui m'a le plus inquiété dans le contenu de la clé USB n'était ni le rapport technique ni les messages de directeur. C'était un document joint tout à la fin, qui avait apparemment été ajouté personnellement par l'ingénieur, indépendamment du matériel de l'entreprise. C'était une liste de 17 références historiques, littéraires, religieuses et prophétiques, que l'ingénieur avait rassemblées de son propre chef, apparemment à la suite d'une enquête personnelle menée parallèlement à son travail technique. Toutes ces références provenaient de sources aussi diverses que le livre de Daniel, les écrits de Joachim de Flore du XIXe siècle, un texte talmudique ancien, un manuscrit médiéval d'origine inconnue conservé à la Bibliothèque du Vatican, auquel on ne peut accéder qu'avec une autorisation spéciale. Elle provenait également d'une lettre privée de l'astronome Johannes Kepler, écrite en 1620, des journaux intimes non publiés d'un moine tibétain ancien traduit en anglais dans les années 70 et de plusieurs récits d'expériences de mort imminente recueillis par le médecin Raymond Moody lors de ses recherches dans les années 80. Toutes, je le répète, contenaient une référence à des moments de l'histoire de l'humanité où l'attention collective de l'humanité tout entière se concentrerait sur un seul point. Ce point devait fonctionner comme une sorte d'ouverture, une brèche, une membrane qui reste fermée dans des conditions normales, mais qui, sous le poids d'une tension collective, d'une telle force pourrait devenir perméable. Perméable, c'est exactement le mot que l'ingénieur avait écrit à la main dans la marge de la dernière page de la liste, en grandes lettres soigneusement formées, comme s'il voulait s'assurer que ce mot précis ne passerait pas inaperçu. Il ne disait pas pourquoi elle devrait être perméable, ou peut être, le disait-il, mais d'une manière si indirecte, si enveloppée de couches de références et de symboles, qu'il m'a fallu de nombreux mois de travail pour commencer à le percevoir. Laisse-moi te parler maintenant de quelque chose qui s'est produit en parallèle, car les histoires vraiment importantes n'ont jamais un seul fil narratif. Pendant que j'analysais le contenu de la clé USB de l'ingénieur, je continuais à recevoir de manière sporadique mais persistante ce que j'avais appelé des signaux de convergence. L'un d'eux est venu d'une source que je n'aurais jamais attendue. Il est venu d'un prêtre jésuite que se connaissait depuis de nombreuses années. Un homme d'une intelligence et d'une intégrité remarquables que j'ai eu l'occasion de confirmer à maintes reprises au cours de notre connaissance. Un matin d'octobre 2017, il m'a appelé sans prévenir et a demandé à me rencontrer. Je l'appellerai le Père Alfonso. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est sous ce nom qu'il aime que je parle de lui. Le Père Alfonso a fixé le rendez-vous dans un café du centre de Madrid, près de la Gran Via, à mardi à 11h00 du matin. Alors que l'endroit était presque vide, il est arrivé avec 5 minutes de retard. Ce qui était inhabituel chez lui, avec une expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas exactement de la peur, c'était quelque chose qui ressemblait davantage au visage d'un homme qui a décidé de franchir une porte et qui sait que, de l'autre côté, il ne pourra plus la fermer. Il m'a dit qu'il voulait me parler de quelque chose qui s'était produit lors d'un exercice de méditation contemplative, une pratique qu'il effectuait régulièrement dans le cadre de sa formation spirituelle. Il m'a dit que pendant cet exercice, avec une vivacité et une clarté sans précédent dans son expérience méditative de plus de 30 ans, il avait reçu ce qu'il ne pouvait décrire que comme un message, pas une vision, pas un rêve, un message, comme si quelqu'un lui parlait directement avec des mots en espagnol, d'une voix qui n'était pas la sienne, mais qui n'était pas non plus complètement étrangère. C'était plutôt comme une voix intérieure poussée à sa puissance maximale, la voix que l'on entend en lisant, quand soudain une phrase nous arrête sur place, car on a le sentiment qu'elle a été écrite juste pour nous. Il a dit que le message lui avait transmis des choses. Premièrement, que dans un avenir proche viendrait un moment où toute l'humanité regarderait au même endroit en même temps. Deuxièmement, qu'à ce moment-là, ce qui est habituellement séparé cesserait de l'être, que le voile il a utilisé ce mot exact,
le voile deviendrait plus fin que jamais et que cela pourrait être une opportunité ou une menace. Selon ce qui se trouverait de l'autre côté du voile à ce moment-là, et selon la façon dont nous, les gens vivons à ce moment-là, serions préparés à l'accueillir. C'est alors que pour la première fois je lui ai parlé de l'ingénieur, de la clé USB, de l'événement de synchronie maximale. Je lui ai parlé de la liste de 17 références. Le père Alfonso m'a écouté sans m'interrompre, avec cette capacité de concentration totale que possèdent les jésuites bien formés et que j'ai toujours considéré comme l'un des plus grands dons de l'homme. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un certain temps. Ensuite, il a pris la tasse de café qui était devant lui, intacte depuis son arrivée. Il a pris une gorgée et a dit « Je n'en suis pas surpris ». Car dans les archives de notre ordre se trouvent des documents allant dans la même direction, des documents qui ne sont pas publics, des documents conservés depuis des siècles avec la même discrétion avec laquelle on conserve les choses qu'on ne peut pas détruire, mais qu'on ne peut pas non plus montrer à tout le monde. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me les montrer, mais qu'il pouvait confirmer leur existence et que la référence à ce moment de convergence universelle était toujours accompagnée du même avertissement « Ferme tes portes », pas au sens métaphorique, ou du moins pas exclusivement métaphorique. Ferme tes portes, car lorsque le voile devient plus fin, ce qui passe d'un côté à l'autre ne le fait pas toujours avec de bonnes intentions. Maintenant, je dois te demander de t'arrêter un instant avec moi. Je sais à quoi tu penses. Je sais qu'une certaine partie de toi, celle qui a appris à survivre dans ce monde grâce à la raison, au pragmatisme et à une once de scepticisme envers tout ce qui ne peut pas être vérifié avec un mètre ou une calculatrice, lève la main et dit « Attends, un algorithme d'entreprise, un prêtre ayant une vision, une liste de références historiques sur une clé USB. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le football? Qu'est-ce que cela a à voir avec la Coupe du Monde et qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Ce sont des questions légitimes. Ce sont exactement les questions que je me suis posées pendant des années. Et la réponse, je t'avertis, ne satisfera pas cette partie de toi qui désire des certitudes propres, égales et ordonnées. Elle fera cependant quelque chose de plus intéressant que de la satisfaire. Elle la remettra en question, et douter de ses propres certitudes est le premier pas vers une véritable compréhension. Continuons. Entre 2017 et 2022, j'ai systématiquement mais discrètement rassemblé tout ce que j'ai pu trouver sur le point de convergence que l'ingénieur appelait l'événement de synchronie maximale, et que le père Alfonso décrivait comme le moment où le voile devient plus fin. Ce que j'ai trouvé devenait de plus en plus troublant, plus que je ne l'avais imaginé, non pas parce que les données elles-mêmes étaient inhabituelles, bien que certaines l'étaient. Le plus troublant n'était pas la nature des données individuelles, mais le modèle de leur répétition. La même idée, formulée de manière totalement différente et dans des contextes totalement différents, apparaissait encore et encore, comme si le cosmos s'obstinait pour que quelqu'un la recueille avant que le bon moment n'arrive. Et ce quelqu'un, pour des raisons que je ne saurais attribuer à aucun mérite personnel, semblait être moi. L'un des éléments les plus énigmatiques est apparu en 2019, par l'intermédiaire d'un chercheur israélien que j'avais rencontré lors d'une conférence consacrée à la phénoménologie de l'inconscient collectif. Organisée à Vienne, il analysait les modèles dans les textes sacrés en utilisant des méthodes informatiques, ce qui est connu sous le nom d'analyse des écritures assistées par l'intelligence artificielle. C'est un domaine relativement jeune et extrêmement controversé, tant dans les cercles religieux que scientifiques, ce qui, comme cela arrive souvent avec les choses suscitant la controverse aux deux extrémités du spectre, est en soi une indication qu'il s'y trouve quelque chose d'important. Le chercheur, celui que j'appellerai David, car c'est en effet l'un de ses prénoms, bien que je ne dirai pas lequel, m'a montré les résultats d'une analyse menée par son équipe sur le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et l'Apocalypse de Saint Jean. Il cherchait des modèles mathématiques, décodage dépassant l'interprétation théologique conventionnelle. Dans cette analyse,
Leur système informatique a identifié une séquence répétitive qui, traduite en paramètres temporels selon le système de calendrier hébreu, pointait vers une période spécifique correspondant à novembre et décembre 2022. La séquence ne décrivait pas un événement précis. Elle décrivait un état d'ouverture. Elle utilisait un mot hébreu que David a traduit en espagnol par le moment où tous les regards se rejoignent. À côté de la description de cet état, dans les trois textes analysés, indépendamment, apparaissait toujours la même recommandation, formulée un peu différemment mais sémantiquement identique, que celui qui sait se réfugie, que celui qui comprend protège les siens, ferme tes portes. Encore une fois, dans un texte vieux de plus de 2000 ans. Dans une analyse informatique menée par une équipe de chercheurs à Jérusalem en 2019. Apparaissaient les mêmes mots que le père Alphonse m'avait transmis dans un café madrilène en 2017. Ces mêmes mots que j'avais trouvés écrits de ma propre écriture sur mes propres papiers en novembre 2022. Et puis la Coupe du Monde est arrivée. La Coupe du Monde au Qatar en 2022. La première jouée en novembre et décembre, en dehors de la période estivale habituelle, repoussée en raison des conditions climatiques du Moyen-Orient. La première jouée dans un pays arabe. La première entourée de controverses d'une telle ampleur mondiale qu'avant même de commencer. Elle a généré un niveau d'attention médiatique sans précédent. Boycotts, débats éthiques, scandales, polémiques, tout le monde. Absolument tout le monde avait une opinion sur cette Coupe du Monde avant même que le premier ballon ne soit frappé. Et, tu vois, c'est exactement ce qu'avait prévu l'algorithme de l'ingénieur. Non pas que la Coupe du Monde serait l'événement de synchronie maximale, mais qu'elle deviendrait la scène, le réceptacle, l'écran sur lequel toute l'humanité dirigerait son attention collective. 1 milliard de personnes, 2 milliards de plus regardant le même point, au même instant, avec la même intensité pendant des semaines entières. Le niveau de concentration de l'attention humaine sur un seul objet que l'algorithme avait défini comme le déclencheur de l'état d'ouverture perméable. En plein milieu de tout cela, il s'est passé quelque chose qui a changé ma compréhension de tout ce que j'avais rassemblé. C'est arrivé pendant la finale, le 18 décembre 2022. L'Argentine contre la France, un match que le monde a regardé comme il n'avait jamais regardé aucun autre match de football auparavant. Je ne parlais pas seulement des chiffres d'audience. Je parle de quelque chose de plus profond, de plus difficile à mesurer. Je parle de la qualité de l'attention. Il y a une différence entre 1 milliard de personnes assises physiquement devant un écran et 1 milliard de personnes émotionnellement présentes dans ce qu'elles regardent. Le deuxième cas est incomparablement plus rare, et ce 18 décembre. Quelque chose dans l'atmosphère du match a réussi à provoquer précisément ce deuxième cas. Je le sais parce que je l'ai ressenti moi-même. Je le sais parce que des personnes de 6 pays différents avec lesquels j'ai parlé plus tard l'ont décrit. Je le sais parce qu'il existe des registres, des mesures d'activité sur les réseaux sociaux et des analyses de l'expression collective en temps réel, montrant que pendant environ 4 heures le 18 décembre 2022, l'humanité était plus unie dans son attention qu'elle ne l'avait jamais été dans l'histoire mesurable de la communication. Mais ce n'est pas de cela que je veux te parler. Ce n'est que le contexte. Je veux te parler de ce qui s'est passé cette nuit-là. Quand je regardais le match, en Espagne, il était déjà plus de minuit lorsque les tirs au but ont commencé. J'étais seul. La télévision était allumée. Je tenais un verre d'eau à la main et je ressentais cette étrange tension particulière qui survient quand on sait qu'on est témoin de quelque chose d'historique, bien qu'on ne sache pas exactement en quoi c'est historique. Au moment où Gonzalo Montiel a posé le ballon sur le point de pénalty pour tirer le coup décisif qui allait faire de l'Argentine la championne, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire autrement qu'avec des mots. J'ai senti que la pièce avait changé, pas physiquement. Aucune lumière n'est apparue. Il n'y a eu aucun son. La température n'a pas changé.
mais la densité de l'espace dans la pièce a changé d'une manière que je peux décrire. Bien que je sache qu'aucune description ne pourra la saisir pleinement. C'était comme s'il y avait soudainement plus dans la pièce qu'une seconde plus tôt. Plus de présence, plus de poids inoffensif, non effrayant, simplement plus, comme si quelque chose qui se trouve habituellement de l'autre côté d'une frontière très fine avait fait un pas de notre côté. Et puis mon téléphone a sonné. C'était le père Alfonso. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 6 mois. J'ai décroché. Je n'ai rien entendu. Lui non plus n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis, avec la même voix calme avec laquelle il m'avait parlé 5 ans plus tôt dans ce café à Madrid, il n'a prononcé qu'une seule phrase. « Tu le sens ?» Et il a raccroché. Je n'ai dormi ni cette nuit-là, ni la suivante. J'ai passé 16 heures à tout revoir. La clé USB de l'ingénieur, mes notes de ma conversation avec le père Alfonso, les analyses de David sur les textes sacrés, la liste de 17 références rassemblées par l'ingénieur. Et au cours de cette révision nocturne, le cœur battant et les mains légèrement tremblantes, j'ai commencé à découvrir quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, ou peut-être que je l'avais perçu, mais que je préférais ne pas le voir. Les références de la liste de l'ingénieur ne concordaient pas seulement dans la description du moment de l'ouverture. Elles concordaient aussi sur quelque chose de plus. Elles concordaient sur ce qui devait se passer ensuite. Parce que l'ouverture du voile, l'instant où tous les regards se rejoignent, et où la membrane entre le visible et l'invisible devient perméable, n'était présentée dans aucune de ces sources comme un événement neutre. C'était décrit comme une fenêtre s'ouvrant des deux côtés. Les sources ne différaient pas sur le fait que la fenêtre s'ouvrirait. Elles différaient sur la direction dans laquelle l'énergie circulerait à travers elle. Certaines sources disaient que ce flux dépendrait de la qualité intérieure des personnes présentes au moment de l'ouverture, de leur état d'esprit, de leurs intentions, de leur niveau de conscience. Si à ce moment-là l'humanité était plongée dans la peur, la violence, la cupidité ou l'indifférence, ce qui franchirait le seuil depuis l'autre côté serait quelque chose amplifiant ses fréquences. Si à ce moment-là l'humanité se trouvait dans un état de joie véritable, de lien, d'amour partagé, ce qui franchirait le seuil serait autre chose, quelque chose amplifiant précisément ses fréquences. Et c'est là que j'ai compris. La Coupe du Monde n'était pas seulement une scène, la Coupe du Monde était un catalyseur, non pas parce que le football est sacré, bien que certains diraient que dans certains coins du monde il est presque aussi sacré que n'importe quelle religion, mais parce que le football dans sa forme la plus pure est l'une des rares activités humaines capables de susciter simultanément une joie véritable chez des centaines de millions de personnes. Une joie non gérée, non médiatisée, non produite par l'industrie du divertissement selon un scénario préalablement préparé. Une joie spontanée, sauvage, commune, naissant à la fois du corps et de l'âme. La joie après un but marqué, l'agonie après un penalty manqué, l'étreinte entre des inconnus, les larmes d'un homme de 45 ans qui n'a pas pleuré depuis la mort de son père, mais qui pleure maintenant sur son canapé. Qui est lui? Parce que 11 jeunes hommes sur un terrain en gazon synthétique sous le soleil du Qatar viennent de réaliser l'impossible. C'est ce qui faisait de la Coupe du Monde le réceptacle parfait pour l'événement de synchronie maximale. Mais si la qualité de l'énergie au moment de l'ouverture était la joie partagée d'un million de personnes, qu'est-ce qui a réellement franchi le seuil et pourquoi l'avertissement disait-il ferme tes portes ici? L'histoire devient plus compliquée, et ici, je dois te demander de continuer à m'accompagner, car je sais que nous entrons sur un terrain inconfortable. Je sais que ce que je vais dire peut sonner comme un délire, de la numérologie déguisée en théologie, de la pseudoscience habillée en enquête. Y est en prière. Suspends ce jugement pour encore 5 minutes. Juste 5. Ensuite, tu décideras. Les sources parlant de l'état d'ouverture n'étaient pas d'accord sur tout,
mais il y avait un point sur lequel elles convergeaient sans exception. Toutes décrivaient que ce qui franchit le seuil au moment de l'ouverture n'est pas une entité, ce n'est pas Dieu. Des anges ou des démons, au sens iconographique et littéraire que ce mot évoque habituellement, ce qui franchit le seuil, c'est de l'information. Une information d'une densité et d'une vitesse auquel l'esprit humain ordinaire n'est pas préparé sans préparation préalable. Une information qui peut être reçue comme une révélation si le récepteur est prêt, ou comme une perturbation s'il ne l'est pas. L'avertissement ferme tes portes n'était pas un ordre de se cacher ou d'avoir peur. C'était un ordre de discernement, de sélection, de ne pas laisser entrer tout ce qui frappe à la porte, juste parce que ça frappe doucement ou avec une voix familière. Laisse-moi l'expliquer autrement, car je sais que dit de cette façon. Cela semble abstrait au point d'en être inutile. Imagine que tu as une antenne. Nous l'avons tous. C'est l'antenne de ta perception, de ta sensibilité, de ton intuition, de ta capacité à te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Dans des conditions normales, l'antenne reçoit des signaux faibles et diffus, qui atteignent rarement une intensité suffisante pour affecter ta vie quotidienne. Mais au moment où l'attention d'un milliard de personnes se concentre sur un seul point en même temps, l'antenne reçoit une impulsion d'une puissance sans précédent. Et une antenne qui reçoit soudain un signal 1000 fois plus fort que d'habitude fait l'une de ces deux choses, soit elle le traite. Si elle y est préparée, soit elle surcharge et commence à capter du bruit sans discernement. Le bruit capté par une antenne surchargée n'est pas inoffensif. C'est de la confusion, c'est de l'anxiété sans cause apparente, c'est le sentiment que quelque chose a changé, mais on ne sait pas quoi. C'est une ouverture involontaire à des influences qui, dans des conditions normales, n'auraient pas pu franchir ton seuil. Fermer tes portes ne signifie pas s'isoler du monde. Cela signifie calibrer son antenne avant le pic du signal. Cela signifie entrer dans le moment d'ouverture maximale avec une intention consciente et non par automatisme des habitudes ou par l'agitation provoquée par la peur. Si c'était tout ce que j'avais à te dire, si c'était les limites de ce que j'ai étudié et vécu, j'admettrais moi-même que cela ne suffit pas à justifier la promesse contenue dans le titre de la vidéo. Le titre dit que la Coupe du Monde a confirmé le signe que Dieu m'a révélé. Et je dois être honnête avec toi en expliquant le sens de cette affirmation. Je ne dis pas que Dieu m'a parlé d'une voix audible. Je ne dis pas que j'ai eu une vision cinématographique avec des effets lumineux et des cœurs célestes. Je parle de quelque chose de plus subtil et de plus difficile à rejeter, du fait qu'à travers des années de recherche, de conversations, de documents, de notes prises lors de nuits blanches, d'appels téléphoniques inattendus et de coïncidences statistiquement impossibles, a commencé à prendre forme en moi une compréhension que je ne peux attribuer uniquement à mon travail intellectuel, une compréhension venant de l'extérieur vers l'intérieur, s'installant en moi comme s'installent les certitudes les plus profondes, pas par le raisonnement, mais par une expérience que je pourrais appeler une révélation. Si je ne craignais pas que ce mot, si chargé, si souvent utilisé et si déformé, n'obscurcisse plus qu'il n'éclaire, je suis resté, cependant, avec ces notes à la main, avec ma propre écriture, avec la phrase que je ne me souvenais pas d'avoir jamais écrite, le match le plus regardé de l'histoire de l'humanité sera un signe. Et alors a commencé l'épreuve du feu de tout ce que j'avais accumulé. Parce que la Coupe du Monde n'a pas seulement confirmé l'événement de synchronie maximale en termes d'audience statistique, elle a confirmé autre chose, quelque chose qu'aucun algorithme de prédiction du comportement de masse, quelle que soit sa conception avancée, n'aurait pu prédire, quelque chose qui ne peut être compris que si l'on est prêt à accepter que la réalité possède des couches que la science conventionnelle n'a toujours pas les outils pour mesurer. Ce que la Coupe du Monde au Qatar a confirmé d'une manière qui pour moi était sans équivoque, c'est que le niveau de troubles mentaux, spirituels et émotionnels dans le mois qui a suivi sa conclusion, a été statistiquement anormal à un degré qui n'a pas d'explication ordinaire. Je parle de données que j'ai recueillies auprès de sources indépendantes dans 12 pays différents.
de données concernant l'augmentation du nombre de consultations liées à la santé mentale, de l'augmentation du nombre de signalements d'expériences inhabituelles, de rêves récurrents, de sensations dépressantes, d'épisodes de dessin, bout d'une intensité inhabituelle, de l'augmentation du nombre de personnes qui, en janvier 2023, ont déclaré avoir pris des décisions de vie importantes, changements d'emploi, rupture, conversion religieuse, déménagement, démission, des décisions prises soudainement et avec une clarté que ces personnes elles-mêmes décrivaient comme si elles avaient soudainement reçu l'information qu'elles cherchaient toute leur vie. Il s'est passé quelque chose qui ne peut être décrit que comme une augmentation collective de l'intensité de la vie intérieure. Un volume accru, un contraste élevé, ce qui était auparavant flou est devenu clair. Ce qui était auparavant insupportable a cessé de l'être. Ce qui était auparavant invisible a pris forme. Était-ce la menace contre laquelle mettait en garde l'ordre de fermer les portes? Pas exactement. L'avertissement ne disait pas que l'ouverture elle-même était mauvaise. Il parlait de l'importance de la préparation, de la différence entre recevoir une révélation, les yeux ouverts et avec une intention claire, et la recevoir à l'improviste, sans préparation, si bien qu'au lieu de t'éclairer, elle t'écrase. Les personnes qui, en janvier 2023, ont pris des décisions de vie avec une clarté nouvellement acquise, ont franchi le seuil avec une antenne calibrée, consciemment ou inconsciemment, les personnes qui, au cours de la même période, ont connu la confusion, l'anxiété, la désorientation et le sentiment de perdre pied, ont été surprises par le signal sans être préparées à l'accueillir. Et j'en arrive ici à l'essentiel de ce que je vais te dire, au cœur de ce que ce film doit être, au-delà du mystère, du récit et de l'enquête. Si toutes ces sources, l'algorithme de l'ingénieur, les messages du père Alfonso, les analyses de David, les documents des jésuites, les textes sacrés de trois cultures différentes pointent dans la même direction, si cette direction dit que dans l'histoire de l'humanité il y a des moments où le tissu de la réalité devient plus perméable, plus malléable et plus intense, et si, dans de tels moments, la qualité de ton état intérieur détermine le type d'information que tu recevras et la façon dont tu la traiteras. Alors, la question n'est pas de savoir si le prochain événement de synchronie maximale se produira. La question est seras-tu préparé quand il arrivera, avant que tu ne me dises que le prochain événement pourrait être lointain, qu'il ne se produira pas, être pas de ton vivant, que tout cela est trop indéterminé pour constituer un conseil pratique et utile. Laisse-moi te dire des choses. Premièrement, l'ingénieur m'a dit que son modèle ne prédisait pas un seul événement de synchronie maximale. Il prédisait des cycles. Le Qatar était le premier de toute une série. Le modèle indiquait que ces événements allaient s'accélérer, que les intervalles entre eux allaient se raccourcir, que ce qui dans les siècles passés prenait des décennies à se répéter, au siècle actuel prendra des années, devenant non pas une anomalie, mais un état croissant. Deuxièmement, fermer la porte n'est pas une action accomplie au moment de l'ouverture, c'est une pratique continue. C'est la construction quotidienne d'un seuil conscient entre toi et le bruit du monde, non pas pour s'isoler du monde, mais pour pouvoir y vivre sans être emporté par lui, pour conserver en soi un centre fort à partir duquel on peut recevoir des signaux sans être dévoré par eux. Chest, j'ose le dire, l'une des plus anciennes instructions de l'humanité. Elle apparaît dans la Bhagavad Gita, elle apparaît dans les évangiles, elle apparaît dans les enseignements soufis, elle apparaît dans la pensée stoïcienne, elle apparaît dans les écrits des mystiques du Carmel, elle apparaît, bien que dans un autre langage, dans le cadre contemporain de la psychologie transpersonnelle et dans les recherches de Carl Gustav Jung sur l'inconscient collectif. Cette convergence d'instructions à travers les cultures et les siècles n'est pas un hasard. C'est une preuve. La preuve qu'il existe quelque chose dans la nature de l'existence humaine qui rend cette instruction nécessaire.
urgente, et qui fait qu'elle est répétée encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. Je ne l'ai pas entendu d'un seul coup. Je l'ai entendu pendant des années, par l'intermédiaire de l'ingénieur argentin qui m'a donné une clé USB dans un appartement de Palermo, par l'intermédiaire du prêtre jésuite qui m'a appelé à minuit, quand Gonzalo Montiel a couru dans les bras de Messi, par l'intermédiaire du chercheur israélien au Congrès de Vienne, par l'intermédiaire des pages jaunies écrites de ma propre main, dont je ne me souvenais pas avoir écrit, par l'intermédiaire du chat orange qui m'a observé trop intensément depuis son pot de fleurs, par l'intermédiaire de la densité changeante de la pièce pendant la nuit de la finale de football, je l'ai entendu de toutes ces manières, parce qu'apparemment j'avais besoin de l'entendre de chacune d'elles pour qu'elle m'atteigne vraiment, pour qu'elle atteigne cette profondeur où l'on ne se contente pas de comprendre les choses, mais où on les sait, tout simplement. Maintenant, je te la transmets, parce que c'est exactement ce que je fais. C'est ce que je fais depuis des décennies, recueillir ce qui ne devrait pas être perdu et le transmettre à ceux qui veulent le recevoir, sans garantie, sans certitude absolue, sans autre confirmation que toute une vie consacrée à la recherche honnête de ce que d'autres préfèrent ne pas chercher. Ferme tes portes non pas par peur, mais en pleine conscience, avec intention, en reconnaissant que tu es une antenne, que le volume du signal va augmenter, que le monde entre dans une époque de perméabilité croissante et que la différence entre accepter cette perméabilité comme une révélation et l'accepter comme un chaos dépend en grande partie de la clarté avec laquelle tu y entreras. Il y a cependant quelque chose que j'ai gardé pour ce moment de l'histoire, quelque chose que je n'avais pas mentionné jusqu'à présent, car j'avais besoin que tu connaisses tout le contexte pour que son poids devienne réel. Quelque chose qui s'est produit, non pas pendant la Coupe du Monde, mais après, 3 semaines après la finale. J'ai reçu une lettre physique, une lettre en papier déposée dans ma boîte aux lettres sans expéditeur. Le cachet de la poste venait de Buenos Aires. À l'intérieur, il y avait une feuille manuscrite, d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue, car je l'avais vue auparavant sur la dernière page du document que m'avait remis l'ingénieur sur la clé USB. La lettre était de l'ingénieur. Il m'écrivait de l'hôpital. Il n'a pas dit lequel. Il écrivait qu'il avait été malade à l'automne, qu'il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir et qu'au cours de ses réflexions, il était arrivé à une conclusion qu'il voulait partager avec moi, parce qu'il sentait que j'étais la seule personne au monde qui pourrait le comprendre. Il écrivait que le modèle construit par son équipe en 2014 avait une limite fondamentale qu'il avait découverte trop tard. Le modèle prédisait le moment d'attention collective maximale de l'humanité. Il prédisait un état d'ouverture. Il y avait cependant une variable qu'il ne pouvait pas mesurer, car il n'y avait aucun moyen de la quantifier avec des données conventionnelles. C'était la variable de la réaction. Le modèle pouvait prédire quand la fenêtre s'ouvrirait, mais il ne pouvait pas dire ce que chaque personne déciderait de faire à ce moment-là. Et ce choix, écrivait l'ingénieur d'une écriture visiblement affaiblie, mais déterminée est la seule liberté que nous possédons. Et elle suffit amplement, car l'ouverture du voile n'est pas l'événement. Notre réaction à l'événement est l'événement. Ce que nous ferons de ce que nous percevrons, ce en quoi nous déciderons de croire, ce que nous déciderons de protéger, ce que nous déciderons d'ouvrir et ce que nous déciderons de fermer. C'est précisément cela qui détermine si le moment de synchronie maximale deviendra une catastrophe ou une grâce. Il terminait sa lettre par une phrase que j'ai recopiée dans mes notes et à laquelle je ne peux cesser de penser depuis. Le match était un signe. Le signe n'annonce pas la fin. Le signe offre un choix. Et le choix est toujours le même. Qui veux-tu être? Quand le monde entier te regarde, il ne m'a plus jamais écrit. J'ai essayé de le retrouver par l'intermédiaire du contact uruguayen. L'intermédiaire m'a dit que l'ingénieur était sorti de l'hôpital. Il a dit qu'il se sentait bien. Il a dit qu'il avait demandé à ce qu'on ne le cherche plus, qu'il avait pris certaines décisions concernant la façon dont il voulait vivre désormais. Et l'une d'elles était de disparaître de certains circuits d'information. J'ai compris.
Je l'ai respecté et j'ai conservé sa lettre dans les mêmes archives où se trouvent les notes de la clé USB. Les pages écrites de ma propre main dont je ne me souviens pas de l'écriture, et toutes les pièces de ce puzzle que j'assemble depuis des années. Sans savoir exactement quelle image je forme, il y a cependant encore un élément que j'ai gardé pour la fin, non pour un effet narratif, mais parce qu'il est le plus difficile à raconter, le plus difficile à défendre face au scepticisme raisonnable. Et pourtant, de tous, il me semble le plus indéniablement réel. Le 17 décembre 2022, la nuit précédant la finale, j'ai fait un rêve. Je sais que les rêves sont des expériences subjectives qui ne constituent pas la preuve de quoi que ce soit, et qui peuvent être expliquées sans faire appel à une quelconque instance surnaturelle. Je le sais, je l'accepte. Et malgré tout, je te raconte ce rêve, car il y a des rêves qui sont simplement des rêves. Et il y a des rêves qui sont autre chose. La différence ne réside pas dans leur contenu, mais dans la qualité de l'expérience, dans la façon dont on la ressent de l'intérieur. Dans certains rêves, il y a une clarté qui n'a pas d'équivalent à l'état d'éveil, une acuité de perception, une cohérence interne, l'impression que ce que l'on vit est plus réel que la réalité ordinaire. Et non moins, les grands mystiques de toutes les traditions ont donné à ces rêves un nom particulier. Ils les appelaient des rêves d'instruction, des rêves envoyés et non fabriqués. Et ce qu'ils décrivent ne sont pas des images. Mais de vérité, dans ce rêve, je me trouvais dans un stade de football vide, complètement vide, sans public, sans joueur. Il n'y avait que le terrain sous une lumière qui ne venait pas du soleil, mais d'une source diffuse qui semblait se trouver dans l'air lui-même. Au milieu du terrain, il y avait quelqu'un qui me tournait le dos. Ce n'était pas une silhouette menaçante, c'était une figure absolument immobile, remplie d'un calme que le rêve transmettait comme une information directe, comme si l'immobilité de cette figure n'était pas seulement sa posture, mais l'essence de sa nature. Je me suis approché. Quand je me suis suffisamment approché, la silhouette s'est retournée et j'ai vu son visage. Je sais que je l'ai vu. Je sais que je l'ai reconnu. Je sais qu'à ce moment-là du rêve est apparu ce que je pourrais appeler une reconnaissance absolue, la certitude que cette présence était exactement ce que je cherchais depuis toute ma vie. Sans même savoir que je le cherchais, la figure m'a parlé avec une voix qui n'était pas un son, mais quelque chose de plus semblable à une compréhension directe. S'installant en moi sans avoir besoin d'utiliser mes oreilles, le match n'est pas la fin. Le match est le commencement. Tout ce que tu as rassemblé, rassemble-le. Tout ce que tu sais, dis-le. Tout ce que tu pressens, protège-le. Et ensuite ferme tes portes, pas par peur, pour créer de l'espace, pour que ce qui doit entrer trouve une entrée, pour que ce qui ne doit pas entrer se heurte à une frontière. C'est tout ce que je te demande. Je me suis réveillé. Il était 4h22 du matin. J'ai allumé la lumière. J'ai pris le carnet que je garde toujours sur ma table de chevet. Et j'ai écrit tout ce que tu viens de lire. À la fin, quand j'ai fermé le carnet, je me suis rendu compte que je pleurais. Pas de tristesse, à cause de quelque chose pour lequel je n'ai pas non plus de nom exact, quelque chose ressemblant à la reconnaissance, à la gratitude, à l'impression que quelque chose qui chuchotait depuis des années avait enfin décidé de parler à voix haute. Le lendemain, l'Argentine a remporté la Coupe du Monde, et je ne sais pas si ça a de l'importance. Je ne sais pas si le match était le signe, si le signe était le rêve, si le signe c'était moi en train d'écrire ces mots maintenant, ou si c'est peut être toi qui les reçois. Je sais seulement qu'il y a quelque chose que je ne veux pas laisser se perdre dans le bruit d'un monde produisant en une seconde plus d'informations que toute l'information produite par l'humanité pendant les 100 000 premières années de son existence. Quelque chose que les traditions les plus sages de l'humanité ont exprimé de milliers de manières différentes et que l'on peut résumer en quelques mots. Il y a des moments où la réalité s'ouvre. Dans de tels moments,
Ce qui se trouve de l'autre côté n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qui tu es quand tu regardes à travers elle. Je continue à rassembler les pièces. Je continue mes recherches. Le père Alfonso et moi avons repris contact. Il y a eu de nouvelles conversations. De nouvelles sources sont apparues. De nouveaux documents pointant vers ce que pourrait être le prochain moment d'ouverture, quand il pourrait se produire. Quelle forme il pourrait prendre et quel type de préparation pourrait faire la différence entre être écrasé par lui ou être éclairé par lui. Je ne suis pas encore prêt à parler de tout cela. Mais je le serai. Et quand je serai prêt, je veux que tu sois là. Je veux que tu t'abonnes à notre chaîne. Je veux que tu actives les notifications. Je veux que tu accueilles la prochaine vidéo non pas comme un consommateur de contenu, mais comme quelqu'un qui connaît déjà le contexte, qui a suivi tout le fil, qui comprend que ce que je fais ici n'est pas du divertissement, bien que cela puisse parfois y ressembler. Ce que je fais ici est ce que j'ai fait toute ma vie rassemblée, ce qui ne doit pas être perdu, et te le transmettre avant que la vitesse du monde n'ait le temps de l'effacer. Si tu sens, comme moi, qu'il y a dans tout cela quelque chose qui touche à une vérité qu'on ne peut pas mesurer, mais qu'on peut reconnaître, écris-le-moi dans les commentaires. Raconte-moi ce que tu as ressenti pendant la Coupe du Monde. Dis-moi si, en janvier 2023, quelque chose a changé dans ta vie. As-tu pris une décision à laquelle tu ne t'attendais pas? As-tu fait un rêve qui ne ressemblait pas à un simple rêve? As-tu éprouvé un sentiment que tu n'as pas pu nommer? Raconte-moi tout ça. Non pas parce que j'ai les réponses, mais parce que les réponses se trouvent dans la somme de toutes les voix. Elles se trouvent au moment où un nombre suffisant de personnes disent à voix haute ce qu'elles ont longtemps gardé sous silence. Elles se trouvent dans la convergence. Et, en attendant, pendant que tu prépares ce que tu veux dire, pendant que tu décides si ce que tu as entendu mérite une réponse, une réflexion, un souvenir ou une reconnaissance, laisse-moi te dire encore une chose. Le signe confirmé par la Coupe du Monde n'était pas un signal d'alarme. Ce n'était pas le signe de la fin. Si j'ai bien compris tout ce que j'ai rassemblé. Si les sources disent ce que je pense qu'elles disent. Si le rêve de ce matin de décembre contenait ce que je pense qu'il contenait, c'était le signe du commencement, le commencement d'une époque où la distance entre le visible et l'invisible, entre ce que nous savons et ce que nous ne faisons que pressentir, entre ce que la science peut mesurer et ce que l'expérience humaine la plus profonde peut ressentir, continuera de se réduire, pas d'un coup, pas de façon dramatique, mais comme se lève l'eau progressivement, inexorablement, remplissant de lumière les recoins qui, un instant auparavant, étaient encore plongés dans l'ombre. Et à propos de cette aube, l'instruction sera la même qu'elle a toujours été. Ferme tes portes à ceux qui ne méritent pas d'entrer. Ouvre les grands à ceux qui le méritent. Apprends à distinguer l'un de l'autre. Et quand tu ne sauras pas les distinguer, reste immobile. Attends et écoute. Car le signal finit toujours tôt ou tard par parler assez clairement à celui qui possède le silence nécessaire pour l'entendre. Je l'ai entendu tardivement. Peut être après trop d'années passées, à tourner autour de quelque chose dont il m'a coûté plus qu'il n'aurait dû pour le nommer. Mais je l'ai entendu. Et je suis là pour t'en parler. Car, en fin de compte, c'est la seule chose que je puisse faire avec ce que je sais te le transmettre. Et te faire confiance pour savoir quoi en faire mieux que je n'ai su quoi en faire quand je l'ai moi-même reçu. Le match est terminé. Le signe a été donné. Ce qui va se passer maintenant dépend de nous. As-tu, toi aussi, gardé quelque chose sous silence pendant trop longtemps, dans les commentaires? Il y a de la place pour toi. Et je le promets. Je les lis tous.